passé de militaire, par exemple, Mais faut en arrêter. Israël. Et alors, son passé de militaire. Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il a été impliqué dans la politique de M. Netanyahou le 7 octobre 2023 et après le 7 octobre 2023 ? Le boycott à l'Eurovision. Non mais très sincèrement, on marche sur la tête. On marche sur la Pourquoi tête. c'était stupide? Mais parce que moi, j'ai du respect pour l'homme. J'ai du respect pour l'homme politique. Ça ne change pas. J'ai du respect pour l'homme politique. Ça te dégoûte pas? Non, ça ne me dégoûte pas. J'ai du respect pour l'homme politique. Je lutte Mais elle n'est contre pas opposée aux l'antisémitisme. Israéliens. Hein. Mais- Elle est opposée à l'État de Netanyahou, Quand elle appelle aux au décisions boycott, de Netanyahou. Sam, quand elle appelle au boycott de plusieurs grandes marques, c'est quoi? Elle est opposée au peuple israélien. Me comparer à Rima Hassan, si tu veux, c'est pas le plus beau des compliments. Où elle et ses membres de la France Insoumise, qui est une secte, moi je le dis sans aucune ambiguïté, et je me retrouve effectivement avec des caricatures de mon nez, des screenshots, si tu veux, de mes passages TV où mon nez est déformé. Quand je suis virée d'une fête populaire à Ivry-sur-Seine au cri de « Dégage sale sioniste » le 23 juin 2024, simplement parce que je suis de confession juive, ça c'est de l'antisémitisme. Mais parler d'islamophobie, c'est un mot qui ne veut rien dire. L'islamophobie, la peur de l'islam, et pourquoi est-ce qu'on devrait avoir peur de l'islam? Les chrétiens aujourd'hui qui sont visés par des actes absolument abjects. Ah là là, tu vas chercher, hein, t'es vraiment un petit coquin. Hein. Bonjour Shannon Seban. Bonjour Sam. Shannon, tu as été élue à la mairie de Rosny-sous-Bois, tu es en charge de la laïcité et de la lutte contre les discriminations. Tu es également directrice des affaires européennes de The Combat Antisemitism Movement et cette année tu as publié ton livre qui s'appelle « Française, juive et alors ?» Ma première question, elle est toute simple. Shannon, française, juive et alors quoi ? Et alors quoi? Et c'est une très bonne première question. Tu remarqueras que dans ce livre, j'ai choisi précisément l'ordre des mots. J'ai pas mis juive, française et alors. J'ai mis française, juive et alors. Et ce livre, je l'ai publié le 21 mai 2025, tout simplement pour répondre à une urgence qui était celle de répondre à une assignation identitaire. Et après le 7 octobre 2023, j'ai été amenée, heureusement ou malheureusement peut-être, c'est assez triste de devoir le faire, d'assumer mon identité juive publiquement. Et ce livre, c'est une façon de dire que oui, à partir du moment où on respecte les valeurs de la République, à partir du moment où on respecte notamment cette notion-là et ce principe de laïcité qui est une singularité française, eh bien on peut être à la fois juif ou juive et française. Et il n'y a pas de mal à ça. On va parler dans quelques instants, Shannon Seban, de la laïcité et peut-être de certaines incohérences perçues autour de la laïcité. Mais dans ton livre, justement, tu écris « Je n'avais jamais souhaité revendiquer mon identité religieuse. Ouais. » Est-ce que je dois comprendre qu'il y a eu un moment où tu le cachais et un moment où tu t'es quelque part outé comme un gay ferait son coming out? Écoute, je crois que ce qui s'est passé, c'est ce que je raconte aussi dans ce livre. Moi, j'ai grandi dans une famille juive traditionnaliste, d'un père algérien, d'une mère marocaine, qui m'ont toujours élevée dans cette idée de respect mutuel, de tolérance et de respect de la religion de l'autre. Et quand j'étais scolarisée beaucoup plus jeune, moi, j'avais des amis de toute confession. J'avais des amis juifs, chrétiens, musulmans, et on ne se définissait pas par notre identité religieuse. C'est toujours le cas? Ah, moi, c'est toujours le cas. J'ai toujours dans mon entourage des amis de confession musulmane, des amis de confession des chrétiens, des juifs. Il n'y a aucune différence. Et si tu veux, je ne choisis pas mes amis en fonction de leur confession. Et quand j'étais plus jeune, je ne triais pas. Je ne triais pas. Sauf que, effectivement, étant plus jeune, j'ai été amenée à plusieurs reprises à cacher le fait que je ne mangeais pas de viande non cachère, que je disais que j'étais végétarienne. Je trouvais des parades, si tu veux, pour ne pas avoir à le dévoiler. Et je parle notamment dans ce livre d'un pique-nique à Copenhague avec des amis que j'avais rencontrés donc à Copenhague au Danemark. Et lors de ce pique-nique, on m'avait demandé d'acheter de la charcuterie et du jambon. Ouais. Et moi, j'avais trouvé une parade en disant « Écoutez, je me charge d'acheter plutôt du saumon. » si vous voulez, pour ne pas dévoiler que j'étais de confession juive. Avec du recul, je pense que j'aurais dû assumer que j'étais de confession juive. Ouais, mais si on remonte en arrière, ouais. Pourquoi tu voulais le cacher? Pourquoi tu travestissais quelque part toute cette part de ta vie? Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Et ce livre, si tu veux, ça a été aussi une catharsis, une façon de plonger aussi dans cette intimité, de réfléchir aussi, de faire une auto-réflexion. T'avais peur de quelque chose, vraisemblablement. J'avais peur peut-être des réactions. J'avais peur qu'on me marginalise. Et finalement, j'ai eu raison. Puisque le fait est que quand je raconte dans ce livre ce passage-là,
ce qui s'est passé, et je te le dis, Sam, quand on a fait ce pique-nique, ces deux copines-là, je les ai entendues dire les pires clichés antisémites. La Shoah n'a jamais existé, les Juifs, ce sont que des riches, ce sont eux qui contrôlent les médias, ils détiennent le pouvoir, et c'est à ce moment-là, quand mon identité juive finalement a été attaquée, que je me suis dit que je ne pouvais pas rester silencieuse. Et c'était dit comme une critique ? Ça a été dit de façon très méprisante, avec aussi beaucoup d'ignorance. L'une d'elles m'avait dit, tu sais, les lieux de culte pour les personnes de confession juive n'existent pas. Si, c'est une synagogue. Et si tu veux, quand tous ces clichés... Mais c'est de l'antisémitisme ou alors c'est de la non-connaissance ? Quand on dit que la Shoah n'a pas existé, pour moi, c'est de l'antisémitisme. Qui peut aujourd'hui nier le fait que la Shoah n'ait pas existé ? Enfin, c'est de la folie. C'est de l'antisémitisme ou c'est du complotisme ? C'est du complotisme, c'est les deux. C'est à la fois de l'ignorance, c'est de la bêtise, ce sont des choses qui sont documentées. Et moi, j'invite tous les négationnistes qui peuvent encore exister dans notre pays à se rendre dans les camps de la mort à Auschwitz-Birkenau pour voir ce que c'est un four crématoire, pour voir ce que c'est une chambre à gaz. C'est ça la réalité. Donc pour moi, c'est de la bêtise qui est parée d'ignorance, bien évidemment. Et donc, face à cette scène que je raconte dans ce livre, je n'ai pas pu rester muette. Et donc, oui, j'ai dit les choses. Et donc, on peut appeler ça comme on veut. Mais aujourd'hui, oui, j'assume mon identité juive parce qu'elle fait partie intégrante de ce que je suis. Je respecte les valeurs de la République, mais face à la résurgence des actes antisémites en France, mais aussi en Europe et dans le monde, je le mesure, on ne peut plus se cacher. Et vous savez, moi j'aime beaucoup cette phrase, et je me la répète chaque matin, qui est de dire que la plus belle façon aujourd'hui de lutter contre l'antisémitisme, c'est d'être fier d'être juif. C'est d'être fier d'être juif. Donc oui, française, juive, et alors ? Tu as fait condamner récemment justement un militant néo qui proférait via son blog énormément de haine contre toi. Il disait des phrases du style « Même si vous oubliez qu'elle est juive, son nez vous en empêche » de façon très menaçante. Comment tu l'as vécu, ce procès ? Je l'ai vécu de façon, ça a été une percée dans mon intimité. Il faut être très clair, moi, ces premières attaques, elles remontent à juillet 2023. J'étais en train de manger un vendredi soir en famille un très bon couscous quand j'ai découvert via mes réseaux sociaux une personne, un lanceur d'alerte en quelque sorte, qui me disait « Écoutez, Madame Seban, il y a cet article qui circule à votre égard dans lequel qui reprend les pires clichés antisémites. » Et donc, sur cet article, j'hésite à cliquer sur le lien internet, craignant un spam, et je me retrouve effectivement avec des caricatures de mon nez, des screenshots, si tu veux, de mes passages TV où mon nez est déformé. C'est absolument terrible. Et donc, j'ai décidé de porter plainte, de ne rien laisser passer, parce que je crois que face à la haine, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ne rien laisser passer devrait être la doctrine qui nous guide toutes et tous. Et j'ai eu le résultat, effectivement, il y a quelques mois, après 2 années de procès, et surtout... 4 mois de prison ferme. 4 mois de prison ferme, 2 fois 2 000 € d'amende de mémoire. Mais surtout, cet individu-là qui est retranché très lâchement au Japon, pays avec lequel nous ne disposons pas de convention d'extradition, il est quasiment intouchable. Et il continue surtout. Et il continue. Donc quand il a appris qu'il avait été condamné, c'est un nouvel article. Et si tu veux, il arrive finalement à échapper à la justice parce qu'il ferme le site internet. Il le réouvre via un autre nom de domaine. Et ça m'interpelle aussi sur la haine en ligne de manière générale. C'est-à-dire qu'on voit bien que vous avez aujourd'hui certains individus qui se retranchent dans certains pays avec lesquels nous n'avons pas de convention d'extradition, qui peuvent continuer aujourd'hui à déverser leur haine en ligne en toute impunité. C'est inacceptable, parce que sur son site, vous retrouvez aussi des propos visant les personnes homosexuelles, les personnes qui sont noires de peau, des personnes musulmanes. Finalement, c'est par essence tout ce que je combats. Le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie, la haine de l'autre. Et donc ça, je le combats. Est-ce que tu combats aussi Pascal Praud lorsque tu étais invité pour la promotion de ton livre sur CNews? Il a qualifié ton livre Française, juive et alors de bouillie intellectuelle. Toi, comment tu le qualifierais, Pascal Praud? Qu'est-ce que tu penses de lui en tant que journaliste? Ça a été un moment très particulier, ce passage chez Pascal Praud, très sincèrement. Moi, je suis pas quelqu'un qui me formalise. Je suis pas rancunière, si tu veux. Et je crois que ça fait aussi partie du jeu. Hein. Quand vous êtes invité dans un plateau de télévision, il faut effectivement parfois faire face aux critiques négatives. Et moi, j'accepte la critique négative à partir du moment où elle est constructive. Ce que j'ai eu face à moi ce jour-là, de la part de Pascal Praud, je le regrette malheureusement, ce n'est pas une critique qui a été constructive. Ça a été une critique qui a été très rude à mon égard, tout simplement parce que je crois qu'il n'a pas lu le livre, in fine, et que pendant 30 minutes d'émission, on n'a pas parlé du fond du message qui était la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. On n'a parlé que d'une seule chose,
le Rassemblement national. Et ça, je le regrette. Parce que mon livre ne parle pas que du Rassemblement national. Oui, il parle de mon combat contre les extrêmes, qu'ils soient politiques comme religieux, mais il parle aussi d'universalisme républicain, il parle de lutte contre l'immigration illégale, il parle de refaire société et de refaire nation. Et ça, on n'a pas pu l'aborder. Donc, si la question pose sur ce que je pense de Pascal Praud, moi, j'ai aucune revanche à prendre sur le journaliste en tant que tel. Moi, je respecte son travail. J'ai aucune animosité envers lui. En revanche, oui, je regrette que nous n'ayons pas pu aborder d'autres sujets qui, à mon sens, étaient centrales dans ce livre. Dans ton livre, tu écris « Papa, de là où tu es, ce livre est pour toi ». Qu'est-ce que tu voulais lui dire précisément à ton papa avec ce livre? Il est décédé en 2019 d'une crise cardiaque. Tu avais 23 ans. Ce que je veux lui dire, c'est que j'espère qu'il est fier de moi, de là où il est. Vous savez, c'est jamais facile de parler de sa vie privée, de parler de son intimité. Et j'ai eu beaucoup de mal à parler du décès de mon papa. Et c'est pour ça que ce livre, pour moi, ça a été une occasion de le faire, parce que je crois que par écrit, quand on écrit un livre, on peut dire beaucoup plus de choses. Ce livre, j'ai commencé à l'écrire quelques heures, je dirais, après le décès de mon père. Il avait émis le souhait que j'écrive un livre à l'époque, 24 heures avant son décès d'ailleurs. Il était venu me voir, je me souviens de cette scène dans ma chambre, en me disant « Il faudrait que tu écrives un bouquin, ma chérie ». Et je lui avais dit « Mais écrire un bouquin sur quoi, papa ?» Et je ne comprenais pas. Et avec du recul, il m'a finalement donné une bonne raison d'écrire. Ce que je veux lui dire, c'est que je ne lâcherai rien. C'est que je ne lâcherai rien et que je suis déterminée à faire perpétuer ces valeurs. Mon père, c'était un homme extrêmement engagé, un homme de courage, un homme croyant, mais qui avait une foi particulière. Il faisait ce qu'il avait envie. Il est mort d'ailleurs en faisant ce qu'il avait envie. Voilà. Il est mort parce qu'il n'a pas fait il n'a pas suivi certaines prescriptions médicales et donc il est décédé d'une crise cardiaque. Lui dire pardon si j'ai pas su le sauver de cette crise cardiaque. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'étais seule avec lui. Il est décédé dans tes bras, c'est ce que tu racontes. Ouais, il est décédé. Ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles. Et ce que j'ai voulu dire, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans ce livre, c'est de dire que la personne que je suis aujourd'hui, ce n'est pas la personne que j'étais quelques heures avant son décès en 2019. Et donc aujourd'hui, si je veux pouvoir mener ces combats avec beaucoup de sincérité, il faut aussi que je puisse me livrer avec beaucoup de sincérité envers les gens qui me soutiennent, les gens qui me critiquent aussi, mais ça fait partie de mon identité. Vous savez, quand on perd un père, moi je dis souvent qu'on perd une boussole, un phare, une lumière, et surtout on apprend à remarcher. Et moi j'avais deux choix à l'époque, c'était soit je me laisse dépérir, soit je décide de faire de cette douleur une force, et c'est ce que j'ai décidé de faire, non sans difficulté, mais je suis là aujourd'hui devant toi, Sam, et donc oui, j'espère qu'il est fier de moi. Le départ de ton papa, il était dans tes bras. J'imagine que ça a été un choc. Est-ce que tu l'as vécu comme un choc sur le moment? Est-ce que ça a créé un choc après? Et comment ça t'a façonné dans ta manière d'être au monde et de faire de la politique? Ça a été particulier parce que, si tu veux, sur le coup, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. On ne sait pas ce qui nous arrive dans un moment comme ça. Tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais pas comment réagir. Moi, il est littéralement tombé devant moi au sol. Tu sais, le père, c'est souvent la figure de l'homme invincible. Et quand il est tombé devant moi, j'ai pas su quoi faire. Je maîtrisais pas ses gestes, massage cardiaque, bouche à bouche. J'ai essayé d'improviser coûte que coûte en appelant les pompiers. Je me suis sentie impuissante. J'ai vécu ensuite avec un terrible sentiment de culpabilité. Et surtout, je crois que, tu sais, on m'a souvent reproché une chose. On m'a dit, mais t'es jeune, t'as le temps. Arrête de vouloir tout de suite. Dans ce livre, j'ai voulu leur dire, non les amis, j'ai raison de vouloir tout de suite. J'ai envie de croquer la vie à pleines dents et je suis motivée, déterminée, tout simplement parce que quand vous voyez que la vie peut basculer en quelques secondes, tel un château de cartes qui s'effondre, vous avez une urgence de vivre vite. Est-ce que c'est pour ça que tu rentres en campagne très rapidement, quelques jours après le décès de ton papa? Ouais, c'est complètement fou. Quand j'y repense avec du recul, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi? À cette époque, effectivement, il décède en décembre 2019. En janvier 2020, moi, je m'étais engagée en tant que candidate sur une liste municipale à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, où je suis aujourd'hui élue. Et quelques jours après, mais je te dis ça, une quinzaine de jours après, je me retrouve sur un marché à Rosny-sous-Bois à distribuer des tracts. Et j'avais les yeux gonflés, j'étais ravagée. Comment tu as géré justement le deuil personnel, l'exposition publique? Je pense que pour moi, c'est ce que je dis dans ce livre, la politique m'a sauvée, mais elle m'a aussi abîmée. Abîmée pourquoi? Abîmée parce que c'est extrêmement violent et que j'ai commencé très jeune. Moi, j'ai commencé la politique, je crois, voilà, en 2016-2017, avec un engagement ensuite crescendo, mais je me suis engagée ensuite en tant que candidate en 2020, juste après un décès.
Mais j'étais ravagée. Qui n'est pas ravagé aujourd'hui après un décès aussi brutal? Je n'ai pas eu le temps de me préparer psychologiquement. Il n'est pas décédé d'une maladie. Il est décédé de façon très brutale. Et c'était mon tout. C'était mon alter ego, mon papa. C'était mon meilleur ami, c'était mon confident, c'était mon alter ego. J'avais une proximité incroyable avec lui. Et donc ça a été très brutal et je me suis mis effectivement dans la politique comme une façon de... Je voulais me sentir utile aux autres. Et je crois que quand vous vivez un drame tel que celui-ci, la seule façon de vous relever, c'est de vous sentir utile. Et effectivement, dans cet engagement politique, j'ai trouvé en tout cas une nouvelle façon de m'engager, de pouvoir lutter contre les discriminations, pour la justice sociale, qui étaient des combats qui étaient chers à mon père. Et je me suis dit, c'est la seule façon aujourd'hui de m'en sortir. Donc oui, la politique m'a sauvée, mais ensuite, avec le temps, elle vous abîme aussi. Parce que quand vous avez moins de 30 ans et que vous êtes engagé en politique, sur des plateaux, avec plusieurs campagnes politiques à mon actif, il faut essuyer aussi les critiques. Et c'est pas toujours facile. Et ça, on le dit pas. La haine sur les réseaux sociaux, la haine dans la rue, où vous faites littéralement balancer des tracts à la figure, c'est pas simple tout ça. Et j'étais pas forcément équipée pour. Moi, je suis pas issue d'une famille politique. S'il avait pu lire justement ton papa, Française juive et alors, est-ce que tu sais quel passage l'aurait fait sourire? Oui, je pense qu'il y a quelques... Moi, vous savez, il y a une chose qui me qualifie, et ça, j'en suis très fière, et ça ne changera pas, c'est que je me prends pas au sérieux. Et je me prendrai jamais au sérieux. Mon père m'a toujours dit, fuis les gens qui se prennent au sérieux. J'ai côtoyé beaucoup trop de gens en politique, et pas que d'ailleurs, qui se prennent au sérieux pour me prêter à ce jeu-là. À la fin des fins, la plus belle des réponses face à la haine, c'est l'autodérision. Et donc ce dont je parle effectivement dans ce livre, ce sont ces passages. Ces passages d'intimité, ces moments d'intimité avec mon père. Je raconte effectivement certains passages en campagne électorale. Je raconte le débat que j'ai eu face à Jordan Bardella. Cette scène-là, il en aurait été très fier. Parce qu'elle résume ce débat face à Jordan Bardella chez Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste à l'époque. Elle raconte beaucoup de choses de ce que je suis. C'est-à-dire que je suis en pyjama chez moi un vendredi à 18h. La programmatrice de Cyril Hanouna m'appelle en me proposant un débat sur la réforme des retraites à l'époque, qui était quand même un sujet brûlant, en me disant « Est-ce que tu veux venir débattre sur le plateau TPMP? On connaît les audiences un vendredi soir, c'est pas du 100 000 téléspectateurs. » Et moi, je dis oui. J'étais pas préparée, j'avais aucun élément de langage. On me fait monter sur un taxi-moto, j'y vais. Et je raconte cette scène dans le livre. On m'invite en loge et on me dit « Écoutez, Madame Seban, on vous a gardé plusieurs places au premier rang pour vos collaborateurs. » Je regarde cette dame-là, très charmante au demeurant. Je lui dis « Mais quel collaborateur ? Quel collaborateur ?» Jordan Bardella qui rentre dans la loge, je me souviens de ce moment-là, et qui me dit « Bon alors, c'est qui la députée avec laquelle je débat ce soir ?» C'est pas une députée, c'est une simple conseillère municipale à Rosny-sous-Bois, une ville de 50 000 habitants. Je n'ai pas la prétention d'être députée, mais c'est moi. Et quand je rentre sur le plateau, je vois Jordan Bardella qui sort de sa veste des fiches. Et moi, je cherche dans mes poches, je vois que j'ai pas de fiches, j'ai pas eu le temps de me préparer. Et je raconte cette scène dans ce livre, parce que c'est tout moi, quoi. Je me lance, et après je vois, et après je réfléchis. Jordan Bardella, c'est le Rassemblement national. Toi, tu répètes souvent que tu n'es ni RN, ni LFI. Pourquoi ? Tout simplement parce que je crois que ce sont les deux faces d'une même pièce. Et que dans le combat qui est le mien, et qui est à mon sens fondamental aujourd'hui, si on veut avancer sur un bon nombre de sujets, je ne peux pas aujourd'hui... Si je combats la France insoumise, je combats le Rassemblement national. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la France insoumise, c'est un parti qui est profondément antisémite. Pour moi, c'est le premier parti antisémite de France. Donc, je les combats. Ils jouent par ailleurs sur la division identitaire pour grappiller des voix ici et là. Donc ça, c'est tout à fait contraire aux valeurs que je porte. On pourrait peut-être dire la même chose du Rassemblement national. Et j'allais y venir. Le Rassemblement national, qui est aujourd'hui un parti que je combats de fond en comble, parce que je n'oublie pas les racines de ce parti. Et quand bien même il voudrait aujourd'hui se dédiaboliser, pour moi, ce n'est qu'une dédiabolisation de façade. Mais quand on gratte un petit peu dans l'arrière-boutique, il n'y a qu'à voir certains candidats du Rassemblement national qui ont tenu des propos ouvertement racistes et xénophobes, ou bien encore des collaborateurs qui ont des liens très évidents avec des personnes qui ont tenu des propos néo. Parce que tu accuses la France insoumise de clientélisme, Absolument. mais est-ce que tu accuses aussi le Rassemblement national de clientélisme? Est-ce qu'ils n'ont pas fait du clientélisme après le 7 octobre pour séduire un électorat juif? Je me suis beaucoup posé la question, si tu veux, mais quand on regarde d'un point de vue
démographique, la population juive, c'est moins de 1% de la population française. Et Donc parler de clientélisme électoral, peut-être, mais pas autant que la France insoumise. Ce n'est pas le même type de clientélisme électoral. Moi, ce que je vois et ce que j'ai vu notamment en campagne face à Mathilde Panot aux élections législatives en 2024, c'est effectivement un parti politique qui ne fait campagne que sur une seule chose, c'est Gaza et la Palestine. parce qu'il y a une urgence. Parce qu'il y a une urgence, et soyons très clairs, et dans mon tract de campagne en 2024, j'ai été très claire, je suis effectivement aujourd'hui pour une solution à 2 États et pour une reconnaissance de la Palestine. Et loin de moi ici l'idée de nier cela. D'ailleurs, Emmanuel Macron a reconnu l'État de Palestine. Et moi, je trouvais que ce n'était pas le bon moment, par ailleurs. Pour moi, il doit y avoir une reconnaissance d'un État palestinien. Ça aurait dû être fait avant, peut-être. Non, après, pas quand des otages sont encore détenus dans les tunnels du Hamas à Gaza. Ça, c'est inacceptable. Et que des dizaines de milliers de Gazaouis sont tués. Ça, c'est encore autre chose. Moi, je vous parle des otages. Et loin de moi aujourd'hui l'idée de nier la souffrance des civils palestiniens qui ont péri dans cette guerre. Et je n'ai jamais été une soutien de la politique de M. Netanyahou. Ça, c'est très clair. Moi, ce dont je vous parle aujourd'hui, et vous voyez mon positionnement, il est très clair là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Ce que je cible précisément, c'est l'antisémitisme qui est entretenu par la France insoumise. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Quand je suis virée d'une fête populaire à Ivry-sur-Seine au cri de « Dégage sale sioniste » le 23 juin 2024, simplement parce que je suis de confession juive, ça c'est de l'antisémitisme. Tout simplement parce que sur mon document de campagne, je parle d'une libération des otages, d'un cessez-le-feu et d'une solution à 2 États. Et ça, à aucun moment on en prend connaissance. On m'essentialise parce que je m'appelle Shannon Seban et parce que je suis de confession juive. C'est donc de l'antisémitisme. Mais pourtant, on te reproche souvent d'être de confession juive et de défendre le Rassemblement national. Pourtant, l'histoire du peuple juif, est-ce qu'elle est compatible avec le Rassemblement national? On ne m'a jamais défendu, on m'a jamais, Sam, dit que je défendais le Rassemblement national. Bien au contraire, on m'a souvent reproché de condamner le Rassemblement national parce que, je cite, ils sont exemplaires dans la lutte contre l'antisémitisme, en particulier depuis le 7 octobre 2023. Oui, et comme s'il y avait un avant RN le 7 octobre et un après RN le 7 octobre. Tu sais, je vais même aller plus loin. Quand bien même, dont acte, quand bien même le Rassemblement national, et je l'admets, a été exemplaire dans la lutte contre l'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. Le seul fait qu'ils aient dans leur parti des brebis galeuses, pour reprendre les termes de Jordan Bardella, c'est-à-dire des candidats qui ont tenu des propos ouvertement racistes et xénophobes, me suffit à les combattre. Si tu veux, je n'hiérarchise pas les luttes. Moi, quand vous avez un candidat au municipal à Concarneau qui a dit que la pseudo-équipe de foot contenait des clandestins, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. Donc ça, pour moi, c'est inacceptable. Ça veut dire véritablement que ce sont des propos racistes. Ce sont des propos racistes. Et donc, moi, si tu veux, je combats les propos anti-musulmans, comme les propos anti-chrétiens, comme les propos homophobes, comme les propos xénophobes, comme les propos antisémites et anti-juifs de manière générale. Je ne place pas aujourd'hui la lutte contre l'antisémitisme, je ne fais pas de hiérarchie et je me tiendrai aux côtés de mes compatriotes. Après, tu parles plus d'antisémitisme que d'islamophobie. Pourquoi ? Parce que j'en ai été victime. Et forcément, quand vous êtes victime de quelque chose, vous avez propension à en parler davantage. En revanche, je veux que mon combat contre l'antisémitisme serve le combat contre toutes les autres formes de racisme et de discrimination, parce que c'est un combat commun. C'est un combat commun. À la mairie de Rosny, je le disais en introduction, tu es en charge de la laïcité. C'est quoi ta définition de la laïcité, Shannon Seban ? Ma définition de la laïcité, parce que je crois que c'est une définition importante que tu poses là, parce que on a célébré le 9 décembre 2025 les 120 ans de cette loi sur la laïcité. La laïcité, c'est donc la séparation de l'Église et de l'État. Ça remonte à 1905, mais aujourd'hui, que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, c'est la possibilité pour l'État de garantir la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est aussi simple que ça. L'État garantit la liberté de croire ou de ne pas croire. Et donc aujourd'hui, je crois que malheureusement, cette conception-là de la laïcité, elle est incomprise. Elle est incomprise ou détournée ? Elle est incomprise. Elle est incomprise ou instrumentalisée ? Les deux. Aussi parfois, en fonction de qui ça arrange. Et j'allais y venir. Elle est non seulement incomprise, mais elle est incomprise parce qu'elle est détournée. Et là est mon point. Tout simplement parce que vous avez aujourd'hui, et je le nomme de façon très claire, l'islam radical, l'islamisme, les frères musulmans, qui aimeraient faire croire aujourd'hui que la laïcité est un obstacle à la pratique de l'islam. C'est faux. La laïcité est un obstacle à la pratique de l'islam radical, à l'islam qui ne respecte pas les valeurs et les lois de la République. Et aujourd'hui, le premier obstacle des Français musulmans, c'est l'islamisme. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'amis
qui sont de confession musulmane et qui pratiquent un islam compatible avec les valeurs de la République, qui pratiquent un islam compatible avec les valeurs de la République, qui sont croyants, qui pratiquent un islam de paix, et aujourd'hui qui se voient manipulés par un islamisme qui est imposé par les frères musulmans, qui aimerait vous faire croire que le monde occidental est incompatible avec les valeurs de la République. Bien sûr, mais là tu prends en exemple un extrême, des extrêmes, il y en a partout, il y en a dans toutes les religions. Absolument. Il y a des extrêmes dans la religion juive, il y a des extrêmes dans la religion chrétienne. Absolument. Également. Mais concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut être profondément juif, croyant, pratiquant, profondément musulman, croyant, pratiquant, et dans le respect, profondément chrétien, croyant, pratiquant, et être pour la laïcité, sans se dire qu'en fait la laïcité, elle est utilisée par certaines castes quand ça arrange pour mettre en lumière ou alors pour faire taire certaines foi. Qu'est-ce que tu entends par là, typiquement? Concrètement, tu veux un exemple concret? Ouais, je te le dis comme ça vulgairement. Ouais. Ok. J'ai l'impression, et je pense qu'on est beaucoup à le constater, que la laïcité, elle est un petit peu à deux vitesses. C'est-à-dire, elle est un petit peu plus souple quand on est juif, un petit peu plus souple quand on est chrétien, mais moins souple quand on est musulman. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, il faut revoir la copie. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Concrètement, quand tu allumes la télévision, est-ce que tu n'as pas l'impression que l'islam elle est le punching ball de nombreuses chaînes, de nombreux animateurs? Ce que je vois, c'est que malheureusement, on a aujourd'hui du mal à faire la différence. Moi, si tu veux, la question de la façon dont l'islam est perçu en France, c'est une question qui m'interpelle et qui me touche profondément, tout simplement parce que j'ai grandi avec des musulmans et que je ne peux pas aujourd'hui accepter qu'un musulman se sente discriminé en France parce qu'il est de confession musulmane. Et se sentent touchés et traqués par tous ces propos qui sont omniprésents. Et ça, c'est inacceptable et je pense que tu peux retourner dans mes archives. J'ai toujours été très claire pour condamner les actes qui visent la communauté musulmane comme toutes les autres communautés dans notre pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le devoir de la République, c'est de garantir à chaque citoyen, quelle que soit sa confession, de se sentir en sécurité et de n'être victime d'aucune discrimination. Ça, c'est très clair. Par contre, oui, la laïcité, aujourd'hui, pour moi, elle s'applique pour tout le monde de façon univoque. Et elle doit s'appliquer de façon égale pour tous. Le seul problème, c'est que ce concept, il est dévoyé et il est incompris. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer aujourd'hui son enseignement dans les écoles, dès l'école élémentaire. Moi, je suis en charge dans une ville de 50 000 habitants de ce concept et j'essaye autant que possible de faire comprendre aujourd'hui ce concept en faisant intervenir des experts sur ce sujet et en décortiquant ce terme, ses origines, son but, ses objectifs. C'est une question de pédagogie. Est-ce que c'est pas désuet quelque part aujourd'hui la laïcité quand tu vois le clivage que ça crée, la laïcité? C'est vrai, parfois on peut se dire, attends, j'ai l'impression que c'est quand ça arrange, tu vois. Les sapins de Noël, on me dit, non, c'est une fête festive, non, c'est chrétien, non, c'est païen, tu vois. Mais s'il n'y a pas de laïcité, comment est-ce qu'on ferait? C'est ça la question. Comme d'autres pays qui semblent mieux s'en sortir. Et non. Parce que ce serait peut-être plus clair. Et non. Ça serait bien plus complexe, crois-le-moi. Moi, tu sais, je voyage beaucoup à l'international. T'as pas l'impression que ça oppose plus la laïcité, les Français qu'autre chose? Au contraire, si chacun se met d'accord sur ce qu'est ce concept de laïcité, et se met d'accord sur le fait qu'il doit être appliqué de la même façon pour tous, sans aucun privilège, pour aucune religion, au contraire, c'est extrêmement vertueux. Moi, je veux juste rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que ce concept de laïcité, il nous est envié dans le monde entier. Il n'existe nulle part ailleurs. Ce concept de secularism qu'on peut retrouver par exemple aux US, ce n'est pas le même que le concept de laïcité à la française qui est un bien précieux. Et je le pense profondément. Alors je le conçois. Et loin de moi l'idée de te dire que c'est un concept très facile. Il est non seulement difficile à comprendre, mais il est aussi difficile à appliquer. Mais crois-moi que quand il est appliqué de façon égale pour tous, c'est véritablement le socle de notre vivre ensemble. Il y a une ancienne candidate de Koh Lanta, tu dois connaître cette émission sur TF1 qui s'appelle Wafa. Elle est de confession musulmane et elle s'était confiée sur l'islamophobie en France. Elle a dit « C'est très compliqué en France d'être musulman. T'allumes les infos, t'as l'impression que c'est que du négatif, t'as l'impression que c'est du mauvais, limite la religion musulmane. » Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à Wafa? Et comment faire pour que les musulmans de France ne quittent pas la France parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité ou parce qu'ils ne se sentent pas aimés à leur juste valeur? Alors, tu sais, on se dit ici les choses en toute transparence et sans filtre. Et c'est le but. Et c'est le but. Hier, j'ai emprunté un chauffeur de taxi pour rentrer à mon domicile et je suis tombée, après un plateau télé, j'étais au téléphone, donc je débriefais de ce plateau télé et je suis tombée sur un chauffeur extrêmement charmant qui a compris dans mes échanges que j'étais de confession juive. Et il m'a interpellée en me disant « Ça va ma sœur, t'as passé une bonne journée ». De fil en aiguille, on a passé une des courses les plus agréables que j'ai pu avoir jusqu'à présent, 30 minutes, où j'ai échangé avec un frère.
Quand tu dis un frère, ça veut dire quoi? Un frère, il est de confession musulmane. Il m'a parlé de sa religion et on a parlé précisément de la question que tu pointes ici du doigt en me disant moi, j'en ai marre, Shannon, que quand j'allume la télé, quand j'allume les médias, effectivement, on se sente systématiquement visé. Donc il t'a exprimé aussi ce sentiment? Le même sentiment que tu pointes ici. Et moi, je ne fais pas de langue de bois. C'est-à-dire qu'il faut mettre des mots sur les mots. Si c'est un sentiment que certains de nos compatriotes de confession musulmane peuvent ressentir, il faut pouvoir l'aborder sans aucune ambiguïté et trouver des solutions. Et sans le remettre en cause. Et sans le remettre en cause. C'est un sentiment, il est légitime, il faut pouvoir y répondre et décortiquer ce qu'il y a derrière. On est arrivé à la même conclusion. C'est que malheureusement aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de personnes de confession musulmane qui prennent la parole pour dénoncer par exemple l'antisémitisme, pour dénoncer aujourd'hui le clientélisme de la France insoumise. Moi, je lui ai répondu une chose, c'est que si aujourd'hui les médias, comme il le dit, instrumentalisent la confession musulmane, instrumentalise l'islam, essaye de véhiculer une image négative, c'est aussi à cause de certains partis politiques. Oui, mais pourquoi ils devraient dénoncer systématiquement la condition des autres, les mauvais traitements des autres, alors qu'eux en subissent aussi? Mais c'est à eux d'élever la voix. C'est à eux d'élever la voix pour dire que l'islam est une religion de paix, que l'islam n'est pas que ce qu'on aimerait leur faire croire, de faire changer aussi cette image et une responsabilité Shannon, qui est partagée. tu le disais tout à l'heure, tu le disais, je parle beaucoup d'antisémitisme parce que c'est normal, je suis confession juive et je me sens concernée. Absolument. Mais c'est normal, peut-être qu'ils parlent aussi d'islamophobie parce qu'ils se sentent concernés et touchés. Eh bien, dans ce cas-là, il faut aussi qu'ils fassent changer l'image. Moi, quand je vois aujourd'hui que c'est normal, si je vois que quelqu'un qui a une image, une fausse image qui est véhiculée de la confession juive ou de la pratique, eh bien, je vais m'élever. Si je ne suis pas d'accord pour dire que non, tel et tel argument, tel ou tel préjugé est faux. C'est aussi à nous de nous élever contre les préjugés. Donc, à chacun de s'élever pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés. C'est un combat commun. Je vais te poser une question simple qui nécessite peut-être une réponse compliquée, je ne sais pas, ou simple, à toi de voir, mais pourquoi on a la sensation, le sentiment, tu vois, le sentiment est important, que juifs et musulmans, aujourd'hui, en France, ne s'entendent plus, sont en compétition? Ils ne sont pas en compétition. Et moi, si tu veux, je suis une fervente défenseur de l'amitié entre les juifs, les chrétiens et les musulmans, du dialogue interreligieux. Et tu veux que je te dise, Sam, c'est une question d'éducation. Et c'est précisément ce dont on a parlé avec ce chauffeur absolument charmant de taxi quand il m'a raccompagnée à mon domicile. Moi, j'ai grandi dans une famille où, avec une mère qui parlait l'arabe, une mère marocaine, où j'ai vécu dans la culture marocaine, que ce soit la gastronomie, que ce soit l'éducation, etc. Un père algérien qui m'a aussi transmis cette culture liée à l'Algérie, mais dans le respect des valeurs de la République. Mais aujourd'hui, cette fraternité entre juifs et musulmans, elle existe. Elle existe. C'est juste qu'elle est parasitée aujourd'hui par un conflit israélo-palestinien qui ne devrait pas venir s'immiscer. Enfin, c'est pas un conflit, hein. On peut dire aujourd'hui que c'est un génocide. Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec cette terminologie-là, génocide. Ça a été documenté? Ça n'a pas été ça a été documenté par qui, ça je ne le sais pas. En revanche, ça revient, c'est une qualification qui revient à être qualifiée par des historiens et des organisations internationales. En l'espèce, ce n'est pas le cas. Un génocide, Sam, c'est quand tu as précisément quelque chose d'industriel. Qualifier le génocide des Tutsis au Rwanda, oui. Qualifier ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, c'est un génocide. Amnesty International a conclu qu'Israël commet et continue de commettre un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Moi, j'attends de voir aujourd'hui que la juridiction et les juges internationaux se prononcent là-dessus. Amnesty International, non. Ce n'est pas une juridiction internationale. Ce n'est pas une juridiction internationale, c'est une organisation internationale. Et je crois qu'il faut faire attention dans le poids des mots. Si on s'amuse à dévoyer les termes, dans ce cas-là, on n'en a pas fini. Pour moi, ce qui s'est passé à Gaza et ce qui se passe encore à Gaza, ce n'est pas un génocide. C'est une guerre qui est terrible. C'est une guerre qui est absolument terrible. Je dénonce le moindre mort palestinien de cette guerre, tout comme je dénonce les morts qui ont été les morts qu'on a pu voir en Israël, les otages qui sont restés pendant des années interminables dans les tunnels de ces barbares du Hamas à Gaza, mais parler de génocide, non. Bien sûr, mais il y a plusieurs organisations. Il y a un rapport aussi de United Nations Human Rights Council qui affirme qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le seuil indiquant que la partie visée a commis un génocide et que ça a été atteint. Ce ne sont pas des juridictions internationales, ce sont des organisations
Il n'y a aucun problème là-dessus, mais ce ne sont pas des juridictions internationales. Il y a la International Court of Justice également, Oui. le 26 janvier 2024, qui a imposé à Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir des actes de génocide dans la bande de Gaza. J'attends et c'est la même position que le président de la République là-dessus, je le rejoins sur ce point. Attendons que les juridictions internationales se prononcent. Vous savez, moi, quand j'entends certains élus de la France insoumise notamment dire que ce qui se passe... Est-ce que c'est un déni de ne pas dire que c'est un génocide? Mais on dit, pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça, ma position, elle ne changera pas. C'est pas une attaque de ma part, Shannon, c'est une vraie question. Bien sûr. Moi, si tu veux, encore une fois, je parle de faits et rien que de faits. Ce qui s'est passé pour les Tutsis au Rwanda, c'est un génocide. Ce qui s'est passé au cours de la Shoah, c'est un génocide. Il ne me revient pas, moi, en tant qu'élu à Rosny-sous-Bois, de qualifier ce qui se passe à Gaza de génocide. Je n'ai pas la prétention de le faire. Pour moi, ce qui s'est passé, ce n'est pas un génocide. Je le dis très clairement. Maintenant, l'histoire nous le dira, mais ce n'est pas à un élu local de se prononcer sur ce qui se passe à Gaza. Et c'est aussi clair que ça. Et on laissera faire les juridictions internationales. Comment arrêter concrètement cette escalade de qui vit une forme de racisme la plus intense, islamophobie versus antisémitisme? Au final, les deux, c'est du racisme. Absolument. Est-ce qu'il y a un mot qui ne va pas? C'est vrai que islamophobie, c'est utilisé par ceux qui ne sont pas d'accord en disant islamophobie, ça veut dire la peur de l'islam, alors que le racisme, c'est un délit. En fait, le mot islamophobie, il ne va pas. C'est juste du racisme, c'est un délit au même titre que l'antisémitisme. Moi, si tu veux, j'ai jamais été à l'aise parce que la question revient souvent. Je n'ai jamais été à l'aise avec cette question d'islamophobie. Qu'on puisse avoir une... C'est pas une peur, c'est du racisme. L'islamophobie, c'est quoi? C'est la peur de l'islam. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait avoir peur de l'islam? Voilà, donc ça veut rien dire. Peur de l'islamisme, oui. Peur de l'islam, non. Moi, j'ai peur de l'islamisme. Bien évidemment, ce même islamisme qui porte préjudice aux musulmans pacifiques, qui pratiquent un islam de paix tout à fait compatible avec les valeurs de la République. Alors c'est quoi le bon mot justement pour qualifier ce racisme contre les musulmans? Les actes anti-musulmans. Quand vous parlez, moi je condamne des actes anti-musulmans. Des actes qui visent les musulmans. Quand vous avez notamment des têtes de cochons qui sont déposées devant des mosquées en Île-de-France, c'est un acte anti-musulman qui est condamnable, mais de façon explicite. C'est abject. Ça, je le condamne. Mais parler d'islamophobie, c'est un mot qui ne veut rien dire. L'islamophobie, la peur de l'islam, et pourquoi est-ce qu'on devrait avoir peur de l'islam? Qui a inventé ce terme? Moi, je ne suis pas à l'aise avec ce terme, et je le dis de façon explicite. Oui, c'est comme si le terme antisémitisme n'existait pas et qu'à la place, c'était judéophobie. Non, mais ça veut... Ou la haine anti-juive, mais de manière générale, on ne va pas ici s'attarder sur des terminologies. Les mots sont importants. Les mots sont importants, je suis d'accord, mais in fine, ce qu'on doit combattre, c'est la haine parce qu'elle vise un individu en raison de sa confession. C'est ça aujourd'hui le problème. À la fin des fins, qu'est-ce qui reste de tout cela? C'est qu'on a aujourd'hui dans notre pays en 2025 certaines personnes qui vont viser un individu parce qu'il est de confession juive, musulmane ou parce qu'il est chrétien. C'est ça aujourd'hui le problème. Et on oublie souvent les chrétiens, mais moi je n'oublie pas les chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui qui sont visés par des actes absolument abjects. Très sincèrement. Des églises qui sont saccagées, qui sont vandalisées, des meurtres. Mais c'est terrible. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a finalement une radicalité, on ne se parle plus, les communautés ne se parlent plus, et on est l'autre en raison de son origine. C'est ça aujourd'hui le problème qui devrait nous intéresser toutes et tous. Et je le dis avec beaucoup de gravité, Sam, parce que je crois qu'on ne pourra pas avancer dans notre pays si on ne décide pas aujourd'hui de refaire société, de refaire nation. Et ce livre-là, Française, Juive et alors, c'est aussi une façon de dire que c'est le combat d'une femme à sa modeste échelle, qui est engagée pour faire vivre la République et de dire, les amis, il faut qu'on refasse nation, il faut qu'on refasse société. Je te le disais en introduction, à la mairie de Rosny, tu es en charge de lutter contre toute forme de discrimination. Comment, Shannon Seban, tu prends ces commentaires qui sont quand même quotidiens sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social X, tu dois tomber dessus certainement parfois, qui dit Shannon Seban est une fière combattante de l'antisémitisme dont elle se sert pour camoufler son racisme et sa suprémacisme lorsqu'elle défend avec force les génocidaires dégénérés d'Israël. Shannon Seban n'est pas une humaniste, c'est l'inverse. Ce qui me fait rire, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui vous disent être des grands humanistes qui sont précisément des anti-humanistes. Donc si tu veux, au départ, ça surprend. Parce que je suis très sincère dans mon combat. Ça te touche? Non, quand c'est Francis 4202, si tu veux, ça me touche pas. On va être très sincère. La haine en ligne, malheureusement, on s'y habitue. Mais ça t'énerve? Ça m'énerve parce que c'est faux.
parce que c'est faux. Mais j'ai l'habitude. C'est-à-dire que je suis une tueuse d'enfants, je suis une génocidaire, je suis une sassionniste. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ce conflit israélo-palestinien? Moi, j'ai rien demandé. J'ai rien demandé. Avant le 7 octobre, comme après le 7 octobre 2023, j'ai toujours été militante de la paix, de la fraternité entre les peuples. J'ai toujours essayé en tout cas de faire comprendre que le dialogue interreligieux était une priorité au sein même de ma communauté et de mes amis de confession juive, etc. Donc quand j'entends ce genre de commentaires, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise, c'est de la paresse intellectuelle. En quoi est-ce que moi, Shannon Seban, élue à Rosny-sous-Bois, je devrais être responsable d'un conflit qui se tient à des milliers de kilomètres? Moi, j'ai rien demandé. De la même façon que quand vous avez des artistes franco-israéliens tels qu'Amir qui sont boycottés, Raphaël Enthoven, philosophe brillant, qui est boycotté. Oui, d'ailleurs, tu étais à son concert à Amir il y a quelques jours et tu as écrit à peine atterri à Paris après quelques jours aux États-Unis. Je ne pouvais manquer ce soir le premier Bercy d'Amir. Quel bonheur de voir une salle comble, près de 8000 personnes. La musique restera la plus belle réponse face à la haine et aux appels au boycott. Oui. Pourquoi c'était important, Shannon Seban, pour toi d'apporter ton soutien à Amir? Parce que, encore une fois, je ne vois pas en quoi est-ce qu'Amir, si on parle précisément de ce cas-là, il doit être tenu pour responsable de ce conflit. Amir, c'est un des chanteurs qui a le plus chanté la paix jusqu'à présent. Parce que certaines associations lui reprochent son passé de militaire, par exemple, en Israël. Alors, son passé de militaire. Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il a été impliqué dans la politique de M. Netanyahou le 7 octobre 2023 et après le 7 octobre 2023? Enrico Macias. Dont acte, Enrico Macias. Est-ce que vous voyez aujourd'hui un chanteur qui chante le plus la paix qu'Enrico Macias? Amir chante la paix. Vous avez d'autres chanteurs qui sont de confession juive qui chantent la paix. En quoi est-ce qu'il devrait être tenu de responsable? Autre exemple absolument stupide, Sam, le boycott à l'Eurovision. Non mais très sincèrement, on marche sur la tête, on marche sur la tête. Pourquoi c'était stupide? Mais parce que je ne vois pas en quoi Israël et l'ensemble de la population israélienne devraient être tenus pour responsables de ce conflit. Par ailleurs, allez en Israël, vous verrez que vous avez un bon nombre d'Israéliens qui sont de farouches opposants à la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou. Donc c'est pénaliser une population tout entière. Vous vous rendez compte à quel point c'est stupide de faire cela? Est-ce que parfois, il ne faut pas utiliser la manière forte pour faire prendre conscience de certains actes qui sont impardonnables? Est-ce que ce sont ces Israéliens-là qui peuvent faire changer la politique de M. Netanyahou? Mais vous vous rendez compte à quel point c'est stupide et bête? C'est complètement fou. C'est comme si je vous dis aujourd'hui que j'arrête de parler à tous mes amis de confession musulmane parce qu'ils seraient responsables du conflit à Gaza. Mais on marche sur la tête. Alors quoi? J'arrête de parler à mes amis de confession musulmane après le 7 octobre 2023? Mais c'est abject. C'est tellement fou. C'est tellement dingue. C'est au contraire dans ce genre de moment qu'on doit tous se serrer les coudes et de dire non ensemble face à la haine. Et encore une fois, je le dis et je le redis, j'ai jamais fait preuve d'aucune ambiguïté sur ce sujet. Et tu peux retourner dans toutes les archives. Ma position, elle a toujours été très claire. Solution à 2 États. Je souhaite que ce conflit cesse, avec effectivement la reconnaissance d'un État palestinien quand les conditions sont réunies, c'est-à-dire une libération totale des otages. Et quand le président de la République l'a fait, ce n'était pas encore le cas, mais bien évidemment une solution à 2 États. Et j'aspire de mes voeux et du plus profond de mon cœur à ce qu'on puisse aboutir à une paix durable dans la région, que les Palestiniens et les Israéliens se sentent en sécurité, vivent en paix dans des conditions dignes. C'est ça aujourd'hui la seule chose qui doit nous unir. Oui, parce qu'être parqué dans des camps, c'est pas une condition digne. Depuis 75 ans. Peut-être, toi, tu as peut-être été en Palestine, ça je ne sais pas, ou en tout cas à Gaza. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que je veux la paix. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, le 7 octobre 2023, et j'espère que tu l'as vu aussi, Sam, parce qu'on entend très peu de voix s'élever sur ce... Bien sûr, et c'était effroyable, et j'étais tétanisée devant ma télévision. Moi, j'ai vu des choses, j'ai vu des images que personne n'a vues, honnêtement. Et rester insensible à ce qu'on a vu, c'est inacceptable. J'ai vu des femmes qui ont été violées, des femmes qui ont été éventrées, des otages, et j'ai une très forte émotion quand je t'en parle, qui ont été retranchés dans des tunnels, dans ces barbares du Hamas à Gaza. Et c'est ça aujourd'hui ce dont on devrait parler, Sam. C'est le Hamas. Le Hamas qui est aussi et surtout l'ennemi des Palestiniens, l'ennemi des LGBT, l'ennemi des femmes. C'est ça aujourd'hui la réalité. Et que quand on veut véritablement lutter, moi, quand j'entends ces manifestants à Paris pour la cause palestinienne, je les invite plutôt à militer contre le Hamas et à lutter contre le Hamas. C'est ça aujourd'hui qui devrait être leur vrai combat. Shannon Seban, si la France était entre les mains de terroristes, est-ce qu'il faudrait éliminer tous les Français?
Mais moi, je ne parle pas d'élimination du peuple palestinien. Est-ce qu'il faudrait tuer, est-ce qu'il faudrait bombarder tous les Français? Mais c'est pas ce que Les je dis. civils français? Mais c'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, C'est une c'est qu'il question. faut bombarder les implantations militaires du Hamas. L'objectif aujourd'hui Mais prioritaire. si la France était aux mains de terroristes, est-ce qu'il faudrait massivement bombarder la France et donc éliminer une grande majorité des Français? Mais ce qu'a fait Israël, moi je ne suis pas porte-parole, là vous me posez les questions comme si j'étais porte-parole de l'armée israélienne. Moi je suis une élue française. Moi ce dont je parle C'est en tant aujourd'hui... qu'élue française que je te pose la question. Moi je vous réponds en tant qu'élue française que la priorité absolue aujourd'hui c'est de lutter contre le Hamas, qui est une organisation terroriste. Et quand on parle du Hamas, on parle de l'islamisme. On parle de l'islam radical qui a tué au Bataclan, qui a tué à Charlie Hebdo, qui a tué à Nice, qui a tué à Toulouse, qui a tué à l'Hypercacher. Et donc quand aujourd'hui on veut précisément, moi je vous parle en tant qu'élue française, je suis élue pour servir les Français. Je ne suis pas élue pour servir le peuple palestinien ou le peuple israélien par ailleurs. Je suis élue pour servir les Français et les habitants de ma ville, Rosny-sous-Bois. Bon, aujourd'hui, ce qui m'interpelle, c'est de préserver les intérêts des Français et de préserver mon pays de tout ce qui peut aujourd'hui s'opposer aux valeurs de la République et ce qui tue dans mon territoire, c'est-à-dire l'islamisme. Et ce qui a tué par ailleurs en Israël et ce qui a tué par ailleurs des civils palestiniens. Le Hamas aujourd'hui, moi je veux juste rappeler que quelques heures après le cessez-le-feu, vous aviez tout de même le Hamas qui a repris le contrôle de la bande de Gaza et qui a exécuté des Palestiniens. C'est ça aujourd'hui que vous souhaitez? Quand Israël aujourd'hui mène une guerre à Gaza, une guerre malheureuse, et je la déplore, elle cherche aujourd'hui à éliminer le Hamas. C'est ça aujourd'hui la réalité. Ou à récupérer des territoires? Mais pas à récupérer des territoires. C'est un conflit qui déchire la région depuis près de 70 ans maintenant. La réalité, c'est que le 7 octobre 2023, vous avez une organisation terroriste qui est intervenue en Israël, d'accord, et qui a voulu tuer des civils, près de 1200 civils parce que juifs et parce qu'israéliennes. C'est ça la réalité. Et ce conflit depuis le 7 octobre, ces frappes massives, elles ont été déclenchées par ce 7 octobre 2023. Et qu'on puisse aujourd'hui nier l'évidence de cela, c'est vouloir réinventer l'histoire. Moi, je ne veux pas réinventer l'histoire. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, c'est pas la réinventer guerre... l'histoire, c'est entendre les deux histoires. J'entends les deux histoires, je les comprends. Mais moi, je rappelle une évidence. C'est que derrière ces deux histoires, le mal qu'il faut combattre à l'unisson, c'est le mal contre le Hamas et toute autre organisation terroriste. Est-ce que tu connais Angelina Jolie? Bien sûr. Bon, Angelina Jolie, récemment, elle est partie au Congo pour mettre en lumière les femmes victimes de violences sexuelles pendant la guerre. Qu'est-ce que tu penses de son action? Je ne vais pas commenter l'action d'Angelina Jolie. En revanche, je vais commenter l'action et le symbole qui est de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et je pense que c'est un combat qu'on ferait bien d'élever encore plus haut dans les priorités nationales. Je sais qu'il l'est. On a fait déjà beaucoup d'avancées, et ça, je m'en félicite. En revanche, je crois qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de tabous autour de cette question. Quand on voit aujourd'hui l'insécurité de certaines femmes dans les transports en commun. Mais est-ce qu'il est bien de se rendre dans un pays pour pouvoir sensibiliser sur ce qui s'y passe? Bien évidemment, dans tout autre pays, mais c'est un combat qui doit se mener à l'international, parce que vous avez aujourd'hui certains pays africains, notamment, dans lesquels le sujet n'est pas pris à bras-le-corps. Et donc, si effectivement, on peut aujourd'hui sensibiliser davantage, eh bien, il faut le faire. Donc, tu es pour les missions humanitaires? Bah là, bien évidemment, pourquoi pas. Moi, si j'avais l'occasion de faire aujourd'hui des missions humanitaires, je le ferais. Pourquoi tu as critiqué la mission humanitaire de Rima Hassan pour Gaza, pour sensibiliser sur la situation en cours? Parce que c'était pas une mission humanitaire, c'était une opération de communication. Donc moi, je fais la différence entre les opérations humanitaires qui sont sincères et les opérations de communication. Tu l'as qualifié de mise en scène. Ah oui, c'est une mise en scène, c'est théâtral. Ce que font de façon Rima Hassan et ses élus de la France Insoumise, c'est toujours très théâtral. Ils sont très forts là-dessus. Hein. Vous avez en général un metteur en scène, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais pourtant, tout comme toi, elle est personnellement touchée. Bien évidemment, moi, j'ai pas pris une flottille pour aller en Israël. Enfin, il y a un moment, faut arrêter tout cela. Je n'ai pas prétention, par ailleurs, à sauver à ma modeste échelle ce qui se passe et à résoudre le conflit israélo-palestinien. Je pense que chacun doit rester à sa place. Tout ça, c'est que de la tartufferie. Quand vous regardez aujourd'hui sa communication, c'était des selfies avec un kéfier paré autour du cou, à savoir si elle sait ce que signifie aujourd'hui un kéfier. Oui, elle me l'a expliqué en interview. Et la réalité, toute l'histoire c'est du que... kéfier, justement. Et le symbole qu'il a aujourd'hui, le symbole fort qu'il a aujourd'hui. Tant mieux. En revanche, je trouve qu'elle a une indignation à géométrie variable et que j'aimerais l'entendre davantage sur d'autres conflits humanitaires, comme par exemple le conflit au Soudan, qui est absolument terrible. Et moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est qu'elle a une obsession. Quelle est une obsession? Et tu sais quoi, on réfléchit à haute voix. Quelle est une obsession pour la cause palestinienne? C'est son droit, dont acte, c'est une cause qui est très légitime.
Comme toi qui Honnêtement. te sens touché par la cause de l'antisémitisme. Absolument, et c'est une cause qui est très légitime et je ne veux pas la critiquer. Par contre, ce qui m'embête davantage, et ça c'est encore autre chose, c'est son obsession anti-Israël. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Parce que l'antisionisme aujourd'hui, c'est le nouveau visage de l'antisémitisme. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas opposée à la cause palestinienne. Je suis effectivement pour une solution à 2 États. Je lutte Mais elle n'est contre pas opposée aux l'antisémitisme. Israéliens. Hein. Mais- Elle est opposée à l'État de Netanyahou. Quand elle appelle aux au décisions boycott, de Sam, Netanyahou. non, Sam, quand elle appelle au boycott de plusieurs grandes marques, c'est quoi? Elle est opposée au peuple israélien. Véritablement, elle ne fait pas de différenciation entre la politique de M. Netanyahou et les Israéliens. Quand elle appelle au boycott de l'Eurovision, elle vise l'ensemble de la population israélienne, Sam. Donc pour moi, quand elle dit « from the river to the sea », c'est quoi? C'est qu'elle nie le droit d'Israël à disposer de son propre État, donc c'est de l'antisionisme, donc c'est de l'antisémitisme. Donc tu vois bien ici que ton raisonnement ne tient pas, Sam. Mais au final, est-ce que tu n'as pas l'impression que vous vous ressemblez plus que vous avez de divergences, toutes les deux? Rima Allez. Hassan et toi. Ah, moi, si tu veux, on m'a comparé. J'ai eu un article de presse me disant que j'étais l'anti-Rima Hassan. Donc, si tu veux, on se ressemble dans nos différences. C'est clair et net. On est 2 femmes engagées. Elle pour la cause palestinienne. En revanche, je pense qu'elle ferait Combative. bien. Combative. Il n'y a aucun souci là-dessus. Critiquer aussi, Critiquer juger, aussi. moquer. Mais me comparer à Rima Hassan, si tu veux, c'est pas le plus beau des compliments. Me dire que je suis l'anti-Rima Hassan, je le prends comme un des plus beaux compliments que je peux avoir dans ma carrière politique. Mais vous vous sentez aussi touchée, chacune personnellement? Bien sûr, mais je trouve que son combat aujourd'hui ne sert pas la cause palestinienne. Et c'est là où je l'invite à revoir sa copie. Qu'elle revoie en tout cas son engagement et son énergie. Parce que quand on souhaite véritablement, et je m'adresse à Rima Hassan, quand on souhaite véritablement défendre la cause palestinienne, on ne dit pas que le Hamas mène une opération de résistance et que le Hamas mène une opération qui est légitime. Quand on souhaite défendre le peuple palestinien... Elle me l'a expliqué en interview, parce qu'elle réfléchissait à haute voix. Elle Bah, réfléchissait à haute voix sur les douleurs, les souffrances, les oppressions qu'ont vécues les Palestiniens et comment, on l'abordait justement ce sujet-là, comment la colère, elle fait naître de la haine et comment la colère, elle fait naître des problèmes en cascade par la suite. Désolé, je te parle avec des mots simples. Bien sûr, mais pas à moi. Pas à moi. Si encore c'était une bourde d'un jour. Est-ce que tu veux que je te sorte le nombre de propos où Rima Hassan a joué avec l'antisionisme à des fins d'antisémitisme, où elle et ses membres de la France Insoumise, qui est une secte, moi je le dis sans aucune ambiguïté, ont déversé des propos véritablement où ils considéraient, prenez Daniel Obono, que le Hamas mène une opération de résistance. C'est pas un cas isolé, Sam. C'est pas un cas isolé. C'est pas une seule déclaration. C'est un ensemble de déclarations. Et personne ne peut nier aujourd'hui l'accointance de la France insoumise avec le Hamas. Quand vous avez Thomas Porte qui pose tout sourire avec des membres du FPLP, c'est ça aujourd'hui la réalité. C'est qu'aujourd'hui, véritablement, s'ils militent pour la cause palestinienne, ils doivent être cohérents de bout en bout et dans ce cas-là, lutter contre le Hamas. On ne peut pas aujourd'hui être humaniste comme ce que prétend être Rima Hassan, quand on décide d'être le porte-parole d'une organisation terroriste qui est le Hamas, qui bafoue les droits des homosexuels, qui bafoue les droits les plus fondamentaux des femmes, qui bafoue les droits du peuple palestinien. Est-ce que tu dis homosexuel pour me convaincre parce que je suis homo? Ah non, pas du tout, parce que moi aujourd'hui je combats aussi la haine, l'homophobie. C'est un combat qui me tient à cœur de manière générale. Moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui que tu sois homosexuel. C'est ton droit. Tu vois. Mais ce c'est que pas je veux parce dire. qu'il n'accepte pas les homosexuels ou comme j'entends qu'il est lapide, etc., qu'il faut être pour l'extermination d'une population pour autant. Mais je ne suis pas. Mais là, c'est pas ça dont on Je parle. parle pas de Sam. toi, je Bien parle sûr. en général. Moi, je ne parle aujourd'hui de la lutte contre le Hamas. Et ce que je vois, c'est qu'Israël a souhaité riposter après le 7 octobre 2023 face à une organisation terroriste qui est le Hamas. Et tu me poses la question de la cohérence. Je te le dis, quand on est cohérent aujourd'hui, Sam, encore une fois, oui, on doit se tenir aux côtés de ceux qui luttent contre une organisation terroriste qui s'en prend aux homosexuels, aux femmes, aux juifs et à tous ceux et toutes celles et ceux qui cherchent à faire vivre la démocratie et les libertés fondamentales. Mais rassure-moi, on est d'accord que ça ne justifie pas de tuer des civils pour autant. Mais que des civils, et je l'ai dit, je le redis en d'autres Mais c'est termes pour que important, ce soit très parce que clair. pourtant c'est le cas. Mais je l'ai dit et je le redis, Sam, s'il le faut, je ne suis pas d'accord avec la politique de M. Netanyahou. Que ce soit très clair. Que des civils palestiniens périssent dans cette guerre, je ne m'en réjouis pas. Par contre,
Je condamne l'attaque terroriste du 7 octobre 2023 et ça c'est clair. Mais bien sûr, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais alors comme Non, tu le dis... malheureusement non. Enfin, en vous tout cas, avez j'espère. certaines voix qui n'ont pas eu un seul mot, notamment du côté de la France insoumise, pour condamner ces attaques du 7 octobre Mais 2023. comme tu le disais Donc tout à l'heure... qu'on me demande de clarifier ma position sur ce point, je le fais. Mais par contre, j'exige qu'on le fasse aussi de façon égale pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu un seul mot pour condamner les attaques du 7 octobre 2023. Comme tu le disais tout à l'heure, t'attends que les musulmans quelque part se rebellent aussi en France contre l'islamisme radical. Oui. Peut-être que les juifs de France aussi peuvent se rebeller contre le régime de Netanyahou. Mais ça qu'ils le fassent, bien évidemment. Et vous avez beaucoup de juifs qui l'ont fait, ça. Vous avez beaucoup de voix françaises juives médiatiques qui se sont élevées en disant qu'il faut faire la différence entre un juif en France, notamment, Est-ce qu'il y en a assez qui un le font israélien. Est-ce qu'il y en a assez qui le Eh font bien, il faut le faire. Il faut le faire, bien évidemment. Les Français juifs ne sont pas responsables de la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou. Et vous avez beaucoup de Français juifs qui ne sont pas d'accord avec cela. Et quand c'est le cas, il faut le dire. Il faut le dire. Mais il ne faut pas oublier que le 7 octobre 2023, il y a eu une organisation terroriste qui s'en est pris un beau matin à 6h29 à des civils israéliens de façon la plus barbare qu'il soit. De façon la plus barbare qu'il soit. Et ça, là-dessus, je ne bougerai pas. Quel rôle tu comptes jouer, Shannon Seban, dans les années à venir, dans les mois à venir, politiquement? C'est quoi tes projets? Écoutez, ou écoute. Honnêtement, je ne sais pas. La seule chose que je sais, dont j'ai la certitude, c'est que j'aime profondément mon pays. Je crois que je suis une vraie patriote. Et je m'en rends compte à chaque fois que j'ai l'occasion de me déplacer à l'international, tu vois, pour des conférences ou des choses comme ça. J'aime la France, j'aime mon pays, j'aime les Françaises et les Français. Et je crois qu'à ma modeste échelle, je n'ai pas la prétention de faire des miracles, je suis jeune encore. La mairie de Rosny. Non. Il y a des candidats qui sont mieux placés. Il faut savoir jouer parfois la carte de l'union, de la droite et du centre, en tout cas dans ma mairie, pour faire avancer les choses. Mais jouer un rôle, oui. J'ai envie de jouer un rôle dans les prochaines années dans mon pays. C'est évident de faire de la politique dans une France polarisée, comme aujourd'hui? Non, parce qu'on a l'impression, finalement, si tu veux, que l'engagement en politique ne vaut que s'il est radical et que s'il se classe à l'extrême droite de l'échiquier politique ou à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Il n'y a plus de nuances? Et il n'y a plus de nuances, tu vois. On a l'impression que dès lors que tu portes une voix de nuance, oulala, t'es naïf, tu ne comprends rien au jeu. Ou tu te positionnes pas. Voilà, exactement. Ou que tu ne réponds pas aux véritables enjeux. Moi, ce que j'ai aussi envie d'incarner en politique, c'est l'engagement de la jeunesse, parce que je crois qu'il faut véritablement que les jeunes s'engagent en politique, et ils ont toute leur place. Moi, j'ai souvent entendu, étant plus jeune, bon, t'es jeune, t'as pas le droit au chapitre, t'as pas le droit de... Vrai. Voilà. Non. Et moi, j'encourage les jeunes en politique à s'engager, à porter leur voix, à s'engager dans les conseils municipaux. On a une échéance municipale qui arrive, allez-y. Osez pousser les portes, osez toquer à leurs portes. Vous savez, il y a cette phrase de René Char que j'aime beaucoup qui dit qu'il faut pousser les portes en quelque sorte. Je crois que c'est serrer ton destin, embrasser ton destin, c'est quelque chose comme ça. Il faudrait qu'on retrouve précisément, mais il faut oser. Il faut oser arracher les choses parce que personne ne vous donnera votre chance. Vous savez, moi, j'ai eu quelques rencontres en politique. Et la politique, ce sont des rencontres qui façonnent aussi votre façon de voir les choses. Une rencontre avec Nicolas Sarkozy, président de la République, qui m'avait dit, il n'y a pas si longtemps que ça, je lui avais demandé des conseils, parce que moi, c'est une personne en qui j'ai beaucoup d'admiration. Avant ou après la prison? J'ai beaucoup d'admiration envers lui, avant et après la prison, pour ce qu'il est. Même après la prison? Moi, j'ai du respect pour l'homme. J'ai du respect pour l'homme politique. Ça ne change pas. J'ai du respect pour l'homme politique. Ça ne te dégoûte pas? Non, ça ne me dégoûte pas. J'ai du respect pour l'homme politique. Je respecte la décision de justice. Il a été condamné. Mais l'homme ne change pas avant son entrée en prison et après l'entrée en prison. Je ne qualifie pas les faits. Je parle de l'homme. Est-ce que ça veut dire que tous les hommes qui sont en prison ne seraient pas respectables? Non, je ne le crois pas. Donc moi, je vous parle ici de l'engagement politique de l'homme. Et il m'avait dit à cette époque, en politique, si tu souhaites assister à un dîner et que tu n'es pas invité, tu amènes ton assiette et tes couverts. Et moi, c'est cette audace-là qui me plaît beaucoup. Et moi, je veux dire à tous les jeunes qui nous écoutent, osez pousser les portes. On ne vous donnera pas votre chance. C'est à vous de créer votre chance. Donc, osez vous engager dans des conseils municipaux. Croyez en vos rêves. Moi, je fais beaucoup de mentorat en Seine-Saint-Denis auprès de jeunes qui me disent « mais ça, c'est jamais pour moi ».
Moi, j'ai grandi dans la barre d'immeubles, de parents qui sont pas riches. Je suis condamnée à vivre dans les quartiers. On n'est pas condamné à être banlieusard. Moi, ce que je vois dans le 93, c'est des jeunes qui sont bourrés de talent, bourrés de créativité, qui sont travailleurs, qui sont motivés. Et moi, dans le 93 aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire comprendre, c'est que on cherche souvent à stigmatiser les jeunes du 9-3, comme on aime à l'appeler. Mais venez dans le 93. Moi, je sillonne le département. Venez voir cette jeunesse qui se lève tôt le matin, qui travaille dur pour bousculer les stéréotypes, les clichés et qui en veut. Et donc c'est ça aujourd'hui, cette jeunesse, ce nouveau visage de la jeunesse que j'ai envie de faire voir. T'as la place, Shannon Seban, pour l'amour dans ta vie politique bien remplie? Ah, là, vous allez dans l'intimité. Tu vas dans l'intimité. Bien évidemment. Un ch'touille. Bien évidemment, on a toujours de la place pour l'amour. L'amour pour mes proches, l'amour pour ma famille. On a toujours de l'amour. C'est important aujourd'hui d'avoir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est une alliance? C'est pas une alliance. C'est pas une alliance. Ah là là, tu vas chercher, hein, t'es vraiment un petit coquin. Hein. Non, c'est pas une alliance. Merci, Shannon Seban. Merci à toi. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est shannon.seban. Ton compte X, c'est Shannon Seban. Et on suivra ton évolution politique de près. Merci à toi, Sam, de l'invitation. Merci pour cette interview chez Zira. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité politique et toujours des confidences chez Zira. Bye bye. Ciao.